question pour Monsieur Medaoui. J'ai essayé de comprendre et de m'accrocher. Est-ce que vous avez connaissance, parce que là, donc, si j'ai bien compris, vous faites du traitement par intelligence artificielle de signal numérique en très grande quantité. Est-ce que vous avez connaissance des initiatives qui partent d'autres approches, par exemple des approches à base d'ontologie pour faire aussi du traitement de signal? Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec ces personnes-là? Oui, alors c'est quelque chose qu'on a fait tout au début d'ISIS parce que on était sur le FP7 et on essayait de se regrouper avec un certain nombre de laboratoires. C'est bien ça, sauf que ça dépasse mon niveau de compétence, quoi. C'est-à-dire que vous discutez avec des gens qui sont spécialisés là-dedans et c'est vraiment extrêmement compliqué de leur expliquer la manière dont on fonctionne et comment on va matcher ces deux approches, quoi. Nous, on a pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on a dit voilà comment on réfléchit, on va vous donner ça, ça va générer des tonnes de données. Un réseau comme ça, au lieu d'avoir 2 données, ben, à la fin, j'en ai 50, quoi. Donc là, effectivement, il y a tous ces problèmes de classement, mais c'est vraiment très difficile de discuter avec des scientifiques du domaine parce qu'ils ont un niveau de savoir qu'on n'a pas, nous. Ouais. D'accord, bah j'attends son adresse, il n'y a pas de problème. Voilà, d'autres questions dans la salle sur cette intervention ou d'autres? Moi, j'ai une petite question qui me turlupine, c'est à savoir à partir de quel moment vous vous êtes dit que vous allez vous lancer dans cette voie-là? Est-ce qu'il y a un moment, il y a un déclic qui fait que vous allez dans cette direction? En fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Ah bon, c'est-à-dire que... Non, très simplement. Enfin, moi, je suis d'une génération qui a vu arriver les calculatrices et puis qui a programmé des calculatrices depuis le début. Il y a que mes enfants qui pensent que les ordinateurs, c'est un truc qu'on peut pas faire bouger, quoi. Et que si on n'appuie pas sur le truc, là, il fait pas. Moi, l'ordinateur, il fait ce que je veux qu'il fasse, quoi. Donc ça, c'est une philosophie que j'ai gardée. Après, il se trouve que j'ai croisé des ingénieurs biomédicaux et que parce que c'est dans les 10 ans, c'est pas 10 ans à développer là, c'est 10 ans à discuter avec les ingénieurs pour qu'ils comprennent exactement la manière dont on travaille, qu'on n'est pas toujours d'ailleurs capable d'expliquer très clairement, quoi. Parce que ça nous semble tellement évident. Ou quand on vous sort un protocole là, le protocole, il dit des choses, et puis il y a des tas de choses qu'il ne dit pas, et la machine ne le sait pas. Et il ne dit pas que le monsieur, il a 80 ans ou 20 ans. Pourtant, pour moi, ça change beaucoup de choses. Mais c'est tellement évident qu'on ne va pas mettre ça dans un protocole, quoi. Et du coup, la machine, quand vous essayez de développer votre cyberdocteur, il ne sait pas que le monsieur, il a 80 ans, et comme disait Fanon tout à l'heure, et qu'on ne va pas le prendre en charge de la même manière que celui qui a 20 ans, quoi. Voilà. Après, de savoir, c'est juste une évidence que ces systèmes qui sont autour des patients délivrent des informations à côté desquelles on passe, quoi. Quand il est 3 heures du matin, vous êtes claqué, quoi. Et si vous avez quelque chose d'explicite qui vous arrive plutôt qu'une sonnerie alors que vous avez envie de dormir, ça marche beaucoup mieux pour votre patient, quoi. Voilà. Merci pour cet éclairage. Oui. On attaque donc la table ronde. On va demander à monsieur... Alors, vous aviez une question? Qui? Non, j'avais une question sur... Allez-y, on va pas... très intéressante parce que par rapport aux données sur la télésurveillance à domicile du patient, et c'est vrai, l'idée d'avoir des protocoles pour des patients âgés, polypathologiques, ainsi de suite, avec des puces, on attend des protocoles, comme on dit, sur une puce, parce que ça peut être très, très intéressant à intégrer dans la démarche de la télésurveillance, à distance. Oui, alors ce qu'on fait n'est pas captif du support, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre n'importe où, n'importe comment. Vous pouvez le mettre sur un serveur et puis il va chercher ces informations au bon endroit. Aujourd'hui, c'est assez facile à faire, ça. Ça, c'est pour des systèmes qui nécessitent de la puissance, par exemple. Et je pense en particulier, dès que vous avez des monitorings, des choses qui crachent énormément de données, peut-être que la puce, elle n'a pas tout à fait les moyens. L'idée aussi, c'est de développer des puces qui font... Moi, je ne donne pas trop dans le big data, c'est-à-dire que les big data, j'essaye de les dégager, là, et de ne garder que celles qui m'intéressent de data. Parce que j'essaye de les garder, le big data, là, mais ça me coûte un bras, quoi. C'est-à-dire que chaque fois que vous rajoutez une rangée de disques comme ça, c'est énorme ce qu'il faut investir à chaque fois, quoi. Et on voit bien, vous voyez les usines de Google, c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux et pas très écologique, d'ailleurs.
Merci. Merci. Donc, on passe à cette table ronde. Alors, je vais demander aux représentants du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Je crois que M. Carole devait être avec nous, mais il y a quelqu'un. C'est M. Baudésormeaux qui va le représenter. Je vous invite à prendre place. Nicolas Estienne, directeur général du CHU de Martinique. Madame Catherine Calixte-Rouvel, praticien hospitalier au centre hospitalier du Marin. Monsieur Jean Mogad, s'il est là, également. Voilà, il est là. Médecin généraliste libéral. Pour cette dernière table ronde de la journée, qui a pour thème, en forme de question, comment les usagers et professionnels de santé martiniquais se préparent-ils à accueillir le numérique au quotidien? Je suppose que beaucoup parmi vous ont suivi tous les travaux ce matin, ont certainement une appréciation apportée à partir de ce qui a pu être dit, et lié bien sûr à cette question. Les usagers et les professionnels, alors je crois qu'en termes, on a plutôt des professionnels là, si je ne m'abuse, hein, pas d'usagers apparemment. Hein, mais il n'y a qu'un professionnel de santé. D'accord. Très bien. Alors, à cette question, peut-être déjà sur cette question même, est-ce qu'on peut faire, pour commencer, un tour de table, en commençant peut-être par vous, monsieur. Je pense, voilà, Nicolas Estienne, directeur général du CHU de Martinique. Alors, on me signale qu'on a quelqu'un sollicité pour représenter les usagers, monsieur Roger. Monsieur Roger Toussaint, installez-vous là. Les usagers veulent répondre. Bon, bah. Attendez, je vais reprendre pour lui. Je rappelle que la table ronde porte sur cette question. Comment les usagers et les professionnels de santé martiniquais se préparent-ils à accueillir le numérique au quotidien? Je sais bien que dans le cadre de cette première rencontre e-santé, on a plutôt tablé sur les professionnels, mais si on peut également déjà, puisque vous les représentez, M. Toussaint, donner un peu votre appréciation des choses en la matière. En fait, ce que je peux dire en tant que représentant des usagers au niveau de l'association La Ligue contre le cancer, mais aussi au niveau de la CRSA, je suis président de la CSDU. C'est vrai que cette journée est une journée qui ravit le représentant d'usagers que je suis, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de professionnels qui travaillent, qui cogitent sur des sujets qui sont très intéressants et qui, à terme, in fine, sont utiles aux usagers. Alors, je prends des exemples. Alors, le représentant des usagers ne pourra pas être aussi savant que tous ceux qui ont présenté des sujets aujourd'hui, et c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de savoir que lorsqu'il arrive dans un système hospitalier, qu'il sera bien pris en charge, lorsqu'il aura un rendez-vous à prendre, qu'il ne passera pas une semaine pour pouvoir avoir une réponse pour qu'on lui donne un rendez-vous. Après, une fois qu'on lui aura donné un rendez-vous, il faudra qu'il vienne sur place pour porter des examens, pour qu'on puisse les analyser, pour qu'on lui donne un autre rendez-vous. Après, lorsqu'il arrivera, on lui dira oui, mais il vous manque tel dossier, et il y aura plusieurs jours, même des semaines qui passeront. Et cet usager, c'est un usager qui est malade et qui est inquiet, il veut avoir une réponse. Et il se trouve dans une situation très difficile. Bon. Alors, c'est intéressant qu'il y ait ces représentants d'usagers dans plusieurs structures, dans les CLIN, dans les Quick PC, au COMUP, à la CACI. Bon, la CACI, c'est lorsque ça va pas très bien, qu'il y a des recours au contentieux pour réclamer des réparations. Mais c'est aussi intéressant dans la vie des services. Les usagers sont dans les conseils de surveillance et ils doivent apporter leurs exigences. Ils n'ont pas de compétences au niveau médical, professionnel, sauf certains qui sont du milieu. Mais même lorsqu'ils sont du milieu, ils changent de casquette pour être exclusivement représentants des usagers, mais ils ont des exigences.
Nous sommes un petit pays, la Martinique. Nous n'avons pas beaucoup de possibilités d'avoir un second avis, souvent. Donc, lorsque nous sommes résidents en Martinique, il est intéressant, impératif qu'on puisse garantir à l'usager martiniquais les mêmes chances qu'il pourrait avoir s'il prenait le Boeing pour aller se faire traiter en région parisienne ou à Bordeaux ou à Toulouse. Alors c'est vrai que ce matin, je discutais avec le docteur Escarment qui est chargé des nouvelles technologies, ce qui garantira la stéréotaxis, par exemple, ou pour la neurochirurgie, il y aura des diagnostics et des traitements qui seront très précis. Mais je lui disais que c'est très bien d'arriver à ces finalités. Effectivement, ça garantira des chances supplémentaires aux usagers, mais il convient aussi déjà à faire des organisations au niveau des bureaux des entrées, par exemple. Je suis allé payer un examen IRM dans le service où je suis cadre supérieur. Ça m'a pris 40 minutes pour payer avec ma carte de crédit. Je suis valide, je suis dans le service, donc je ne veux pas me mettre à le critiquer. Mais quelqu'un qui est pressé ou quelqu'un qui est âgé, une personne âgée, qu'on demandera de venir sur place pour prendre des rendez-vous et de porter les examens, etc., il faut souvent se mettre à la place des usagers. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait de plus en plus de représentants des usagers et qui fassent leur boulot dans le système hospitalier et même en dénonçant des organisations défectueuses. Mais alors, souvent, il y a parfois le corps médical qui se sent menacé par des interventions des représentants des usagers, alors qu'ils ne font pas des interventions contre le pouvoir médical, contre les médecins, ni contre la direction générale du CHUM. Ils font des observations pour que les choses avancent et s'améliorent. Donc il faut voir dans l'action du représentant des usagers une espèce d'aiguillon qui contraint aux professionnels de s'améliorer, d'améliorer les organisations, de se mettre à la place de l'usager, de savoir que la vie de l'usager n'est pas souvent facile à vivre et qu'il convient de bien réaliser de bonnes organisations pour qu'il soit bien soigné. Si je comprends bien, avant de parler du numérique, nous aurons l'occasion peut-être de revenir. On va passer la parole, puisqu'on faisait un tour de table, à M. Nicolas Estienne. Oui, alors, les préoccupations que vous évoquez, elles nous sont quotidiennes. Et la révolution numérique dont on a parlé toute la journée, on la vit d'abord, on la vit en tant que professionnel de santé. Et surtout, une des difficultés à travers nos systèmes d'information, c'est d'essayer de se projeter sur ce que doit et devra être un système d'information. Et il y a une forme de prédiction dans les choix que les professionnels de santé sont amenés à faire quand on s'inscrit, quand on choisit un système d'information et quand on numérise notre information. Et c'est toujours compliqué parce qu'il y a une forme de pari. Et puis, il y a un environnement aussi qui est évolutif. On a parlé de la ZIP Santé ce matin, on a vu combien les process avaient évolué, combien les interrogations avaient évolué. Et on a sur des structures centres hospitaliers cette obligation de pouvoir faire évoluer, avoir une plasticité de nos systèmes d'information qui n'est pas toujours très très évidente. Alors aujourd'hui, moi quand je pas personnaliser le débat, mais le débat que nous avons sur le CHU, il est assez redoutable parce qu'on a le sentiment d'être au cœur d'une révolution, qui est une véritable transition épidémiologique, qu'on vit, qu'on voit se dérouler sous nos yeux, et le passage d'une médecine d'organes, d'une médecine de spécialité à une médecine de parcours. Et la question pour des établissements comme les nôtres, qui ont été conçus
autour d'une logique de spécialité, d'organes, voire de recours, et de savoir comment on va réaliser ce décloisonnement, parce que c'est bien de ça dont il est question, c'est comment passer d'une information ou d'un système d'information qui avait une finalité très précise vis-à-vis du soignant à un système d'information qui s'ouvre tout en respectant un certain nombre de principes, voire de valeurs clés. Je pense à la confidentialité. Comment on garantit aux patients qui nous font confiance la totale confidentialité des données. Comment traiter les questions de responsabilité dans la conservation des données qui s'imposent à nous aujourd'hui. Comment le droit évolue, comment la réglementation évolue aussi pour nous garantir et nous protéger dans les responsabilités qui sont les nôtres. Un dossier circulant, un dossier partagé, il va s'alimenter avec des sources qui sont diverses. Qui en a la responsabilité? Comment le conserve-t-on? Qui a la responsabilité de cette conservation? Bref, il y a beaucoup d'interrogations qui nous viennent d'emblée à l'esprit. Mais je crois que l'idée centrale, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, il faut accompagner cette médecine de parcours, il faut créer un système d'information qui accompagne le malade et non pas un système d'information qui sert, je dirais, l'institution qui fait de la médecine, qui produit du soin. Et là, on est sur des interrogations qui sont fortes. Alors, bien évidemment, les travaux qui sont menés, cette dimension territoriale qui a été donnée au système de santé, au système d'information martiniquais, pour nous est tout à fait essentiel. Un intérêt fort parce que territorialement, il est bien connu, il est délimité, on sait quels sont les acteurs, on n'est pas trop nombreux, on peut se mettre autour de la table, ça peut marcher de façon assez facile. Quid quand on va l'ouvrir, hein, on fait la démonstration d'IMAG, moi j'ai beaucoup de questions, hein. Où vont les clouds, c'est bien, mais ça va où concrètement? Moi, même à titre personnel en tant que citoyen, hein, mes données de santé, elles sont stockées où? On en fait quoi? Comment on me garantit que demain on les vendra pas, hein? C'est un peu basique mais ayant le sentiment quand même de l'intérêt majeur de ces données, de leur impact qu'elles peuvent avoir sur la recherche, sur l'évolution des technologies, voilà, je me pose beaucoup de questions, mais là c'est plutôt le citoyen, l'individu qui parle. Mais en tant que responsable d'établissement, on ne peut pas non plus ne pas s'interroger sur ces sujets. La sécurité, la confidentialité et la conservation des données. Vous êtes rassuré par le fait qu'on en ait beaucoup parlé ou pas depuis ce matin? Absolument pas. Absolument pas. Je pense qu'il y a des questions essentielles qui aujourd'hui font qu'un certain nombre de professionnels ont un peu le pied sur le frein, parce que sur ces sujets-là, on n'a objectivement pas de réponse qui soit particulièrement satisfaisante, quoi, hein. La confidentialité des données du patient, comment on s'assure que chaque opérateur qui intervient dans le système, que ce soit les médecins libéraux, les infirmiers, les institutions, les assureurs, moi je ne suis pas du tout sûr, je ne veux pas alimenter la théorie du complot, mais on a besoin aussi là-dessus de garanties réelles, sinon les professionnels n'adhéreront pas. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on ait conscience que si on n'est pas tous convaincus autour de la table, que ce qu'on met dans le système, il a véritablement comme unique usage celui de l'amélioration de la qualité de la prise en charge du patient, on le fera tous un peu reculant, on ne montrera peut-être pas tout dedans, on s'en gardera un petit peu sous le coude. Là, il y a un vrai travail de confiance et d'acculturation à faire auprès des professionnels. Mais je ne veux pas monopoliser le débat, pardon. Oui, alors on va laisser la parole à Catherine Calixte-Rouvel, donc vous êtes praticien hospitalier au centre hospitalier du Marin. Quelle est votre perception des choses à vous? Alors moi, je parle en tant que professionnel du terrain, c'est-à-dire l'utilisateur de l'outil, du dossier patient informatisé. Et en tant que praticien hospitalier, de médecin, j'avais l'habitude d'utiliser le dossier patient, papier. Et on avait beaucoup d'interrogations sur ce passage entre le dossier patient et le dossier informatisé. Est-ce que ce sera plus compliqué, plus simple? Est-ce que ça va vraiment nous apporter quelque chose? Est-ce qu'on ira plus vite? Parce qu'en fait, nous, on cherche l'efficacité. On veut travailler vite, justement, et pouvoir aussi récupérer beaucoup
beaucoup de données parce que on a un devoir d'analyse de nos pratiques. Il y a par exemple la préparation de la certification des hôpitaux, il y a des choses comme ça, donc des données qu'on doit récupérer au niveau du dossier patient, et on attend de l'outil informatique de nous permettre justement d'aller plus vite dans ce sens, parce qu'on nous demande de plus en plus de données, de plus en plus de renseignements sur nos façons de travailler, de façon à comparer nos pratiques aux référentiels qui sont de la HAS par exemple. Bon. Donc, en ce qui concerne ce dossier informatisé, ce qui est surprenant au départ, c'est qu'il ne se présente pas vraiment comme un dossier classique. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de travailler avec une certaine logique, avec un déroulé en fait dans notre réflexion. Et c'est vrai que avec l'outil qu'on nous donne, donc on doit s'adapter. Il y a des choses dans lesquelles on peut intervenir nous-mêmes, c'est-à-dire que par exemple la réalisation de protocoles, ça peut se faire, ça peut améliorer et faciliter notre travail quotidien. Voilà. Mais on peut être aussi heurté à des freins vraiment purement techniques. C'est-à-dire une ouverture de page, 3 ouvertures de page avant de valider, des petites choses comme ça, justement, qui font qu'on est obligé de travailler en collaboration quotidiennement, assez fréquemment avec le GCS, pour remonter nos difficultés et justement améliorer cet outil. Mais c'est vrai que par rapport au dossier patient qu'on avait en 2012, il y a eu quand même pas mal d'améliorations, mais il y a encore du travail à faire. Mais en tout cas, il y a un défi là, qui nous attend, c'est vraiment la possibilité d'exploiter les données recueillies dans ce dossier patient. Et donc, on attend aussi de l'outil de nous permettre justement de les exploiter. Et bon, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Très bien. En tout cas, d'ores et déjà, il y a des choses intéressantes en termes de conditions de travail, si j'ose dire, de facilité, d'efficacité que vous reconnaissez. Oui, c'est-à-dire que des choses très pratiques, un compte-rendu antérieur, des choses comme ça, des antécédents, on les récupère tout de suite. Enfin, des choses pratiques, très simples. Mais je voulais juste vous arrêter par rapport à ce que disait votre prédécesseur. Il me semble que dans ce que vous dites, il n'y a aucune préoccupation concernant les interrogations qu'il se posait. Est-ce que ça veut dire que dans le processus, dans votre démarche, vous n'avez pas du tout pensé à ça et que vous pensiez d'abord aux résultats que vous avez pu mesurer, ou alors vous avez quand même ces préoccupations ou pas? Du fait que l'on ait un accès par Internet, c'est vrai qu'on se pose toujours la question de la sécurisation réelle des données, c'est vrai. Mais bon, je ne peux... Comment dire ? On est obligé de faire confiance pour l'instant, mais c'est vrai qu'on peut toujours avoir l'interrogation. On n'est pas sûr à 100% que ce soit sécurisé à 100%. Oui, comme dans d'autres actes de la vie, peut-être. Nous allons donner la parole à M. Jean Mogad, qui est médecin généraliste libéral. Alors, vous êtes intervenu d'ailleurs ce matin, une fois au moins, puisque je vous reconnais. Comment vous percevez justement cette question? Comment vous réagissez, eu égard aussi à tout ce qui a pu être dit avant vous? Alors, je parle en tant que professionnel de santé libérale. Bon, je m'excuse pour tout à l'heure, je dis j'étais le seul. En fait, je suis le seul libéral. Et c'est vrai qu'à écouter ceux qui ont intervenu avant moi, on n'est pas tout à fait, on n'a pas les mêmes problématiques. Tout à fait, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques. Il s'agit pas. Le médecin libéral, il n'a pas une structuration comme l'hôpital. Chacun est dans son cabinet. Chacun fonctionne avec son système. Au départ, on a choisi comme ça. C'est dans les années 90. Il y a quelques confrères qui, tout seuls, spontanément, ont décidé de se formatiser. Il n'y avait pas de cadre. Ce matin, on a parlé du cadre, on a parlé des référentiels, il n'y en avait pas. Et c'est tellement vrai que vous aviez une multitude de logiciels médicaux. Donc vous avez, à cette époque-là, des confrères qui se sont lancés tout seuls et qui sont encore seuls dans leur cabinet. Si, par contre, nous faisons un bond, il y a eu quand même, au niveau des structures de la profession libérale, au niveau de l'Union en particulier, il y a eu du travail fait pour la formation des médecins quand même en informatique, que ce soit formation sur les logiciels, que des formations sur l'informatique de base.
Par exemple, à une époque, nous faisions des formations, on a une salle de formation à l'Union, nous faisions des formations de 3 jours intensives, etc. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas bien, c'était pas si efficace que ça, parce que les confrères, justement, n'étaient pas très habitués à ces technologies. 3 jours après, ils avaient tout oublié. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a mis en place des ateliers, c'est-à-dire que chaque semaine, à la même heure, le même jour, ils pouvaient venir avec un formateur que l'Union rétribuait. Et bon, ça a duré un certain temps. Et tout doucement, comme ça, on a vu des médecins de plus en plus informatisés, ce qui permet d'atteindre le taux de 90% qui a été cité ce matin par Mme Capitaine. Il n'y a pas que notre formation qui a poussé les médecins à s'informatiser, il y a également l'environnement. Par exemple, il faut savoir que le système Sésame Vital de l'assurance maladie a boosté, qu'on le veuille ou pas, l'informatisation des médecins par nécessité, parce que si vous voulez récupérer leur argent rapidement, quand ils faisaient des tiers payants, il faut le reconnaître. Hein. Même s'il y a eu des réticences au départ. Hein. Même s'il y avait des réticences tant syndicales que personnelles au départ, parce que dans le monde libéral, on n'aime pas trop les dictats, mais bon, on a besoin d'argent quand même. Et vous pensez qu'on pourrait revenir, justement ? Non, on ne peut pas revenir sur ça. On peut faire une grève, comme nous avons fait un certain temps, mais on ne peut pas revenir là-dessus. En tout cas, pour continuer, très rapidement, pour voir un petit peu comment le médecin libéral s'est organisé, on peut dire que quand on est arrivé à ce que pratiquement tous les médecins utilisent l'informatique tant pour leurs besoins, utilisent Internet, etc., il reste toujours la question de la prise en charge, donc c'est la question qui me paraît pas importante là maintenant, la question de la prise en charge du patient martiniquais. Et pour ça, il faut partager les informations, il faut échanger les informations. Nous, au cabinet, nous continuons à penser que c'est pas possible d'attendre 8 jours pour avoir un compte rendu d'hospitalisation ou de consultation. C'est ce qui se fait en moyenne maintenant. Et il y a 2 solutions. Soit vous donnez le compte rendu au patient quand il sort, on l'a immédiatement, soit vous l'envoyez par un système moderne comme le système informatique. Et pour l'instant, vous connaissez les balbutiements de ce système, et surtout, on peut l'envoyer par Internet, mais il faut que ça soit sécurisé. Et on connaît les balbutiements, c'est pas facile, ce dossier de la messagerie sécurisée en Martinique, on connaît ces balbutiements. Mais nous, on est demandeurs de ça. Sur la messagerie sécurisée, vous n'avez pas, vous aussi, été convaincu par ce qui a pu être dit ce matin ? Ah non, moi je suis convaincu de longue date, pas du tout. Non. Non, il nous faut ça. Non, c'est sûr. Ce que je dis, c'est que non, il nous faut ça. De même que le DMP, au départ, on avait quand même, parce que c'est quand même un outil de mutualisation du partage des données des patients. Le patient, il est à l'hôpital, l'hôpital donne des données, il arrive à notre cabinet, on peut accéder à ces données. Tout ça est très beau théoriquement, donc ça serait très bien. Et j'espère bien que... Je ne crois pas que le fait que la première version ait échoué, ça sera infiniment comme ça, définitivement comme ça. Au contraire, là encore, on s'est confié à l'assurance maladie. L'assurance maladie a su nous montrer qu'elle savait convaincre les médecins des fois. Il faut le reconnaître. On peut dire ça comme ça, mais il faut bien l'apprendre. Hein, parce qu'il y a toujours des petits intérêts particuliers, mais quand on regarde globalement, ce qui est en jeu, c'est l'intérêt de la population. Ce qui fait que tout ça, ce ne sont pas de mauvaises choses. Et enfin, pour ne pas être trop long, tout ça, effectivement, il faut de la sécurité. Autant il est interdit, à notre sens, c'est interdit par l'ordre des médecins qu'on envoie un message comme ça, contenant des données de patients claires sur Internet. Hein, ça, c'est interdit. Donc, c'est de la sécurisation des patients. Monsieur Estienne a parlé de où on mettait des données, mais pour nous aussi, il y a un problème parce que, en général, sur nos logiciels, nous faisons souvent de la sécurisation, de la sauvegarde. Tout le monde fait ça sur une clé USB, sur un disque Excel, etc. C'est pas absolu. Sans être trop long. Imaginez un tremblement de terre, le médecin il laisse tout, même le malade sur le divan, il se sauve, il a laissé sa clé, il a tout laissé. Le tremblement de terre terminé, il ne peut pas encore commencer à travailler. Donc c'est pour ça que nous avons voulu l'externalisation de cette sauvegarde, solution qui nous a été proposée en travaillant avec le GCS. Moi, je trouve que c'est très bien. Très bien. Hein, c'est très, très bien. Donc, il faut des outils, il faut qu'on sache s'en servir, il faut se former, il faut que ces outils aillent dans le sens du partage de l'information, mais il faut de la sécurisation, tant pour les données que pour le poste du praticien. Très bien.
On va clôturer le tour de table avec monsieur qui représente monsieur Mondésir, c'est ça? Non, c'est monsieur Gros-Desormeaux. Gros-Desormeaux, autant pour moi, j'ai tout faux. Excusez-moi, vous représentez... monsieur Carole. Donc monsieur Carole s'excuse, il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui parce qu'il avait d'autres obligations. Je suis Harry Gros-Desormeaux, chargé de mission usager services numériques à la collectivité territoriale de Martinique. Ah ben voilà, vous avez certainement des choses à nous dire avec un titre comme celui-là. Alors pour nous, c'est vrai que le numérique, c'est la promesse à l'usager d'exaucer ses vœux dans l'instantanéité. Alors, par exemple, imaginons que je sois un usager, j'aurais souhaité, dans le domaine de la santé, avoir sur mon smartphone, appuyer sur un bouton quand je suis malade, et le rendez-vous est booké, soit chez le médecin, soit le médecin vient chez moi. Mieux, j'aurais voulu peut-être ne jamais être malade et avoir des objets connectés, des capteurs qui font exactement la médecine prédictive dont on parlait tout à l'heure. Donc la collectivité intervient comment sur ces modèles de société qui sont en train d'émerger. Elle met en place l'écosystème, les infrastructures, les incitations. Hier, c'était le haut débit, par exemple, qui aujourd'hui couvre tout le territoire. On est un des rares départements à être couvert en haut débit à 100%. Demain, ce sera la fibre optique chez tous les habitants qui permettra de construire ces utopies aujourd'hui, mais qui ne sont pas si loin. Vous êtes très optimiste alors? Toujours, en fait, on constate que, mine de rien, il y a quand même une accélération exponentielle du numérique. Et c'est vrai que l'esprit humain n'est pas habitué à manipuler cette notion d'exponentielle. Nous, on a tendance à voir les choses de façon linéaire. Donc ça nous semble long, mais effectivement, si le départ de la pente était un peu difficile, parce que c'est une exponentielle, une fois qu'on a dépassé un certain stade, ça ne peut qu'aller. Donc pour moi, d'ici 5 ans, on sera à des niveaux qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Quant aux préoccupations concernant la sécurité des données qu'on envoie comme ça dans le nuage, dans le cloud ou autre, comment vous percevez les choses? Alors, sur les données, c'est vrai qu'il y a une forte réflexion à construire, en tout cas nous, sur le territoire, sur les données. En termes d'infrastructure, pour les protéger, on imagine par exemple qu'il faudra mettre des clouds en Martinique, mais cela nécessite des fonds, de mettre à niveau tout ce qui est système électrique, etc. Et en termes de régulation, il y a également une réflexion à porter, parce que si il y a quelques années, on le voit avec Uber, s'il y a quelques années, on protégeait les entreprises se protégeaient par des licences, on va appeler ça des licences, dans une société numérique de l'information, où l'information est abondante, il ne s'agit plus de bloquer par des licences, mais d'ouvrir un maximum les données, tout en respectant ou en protégeant la vie privée, en tout cas, des individus. Et ce n'est pas quelque chose qui est effectivement facile. Très bien. Donc il faudra s'appuyer sur les technologies comme le big data, même si effectivement aujourd'hui elles sont peut-être pas tout à fait matures, mais ça avance. Très bien. Je crois qu'on a atteint l'heure qui m'était impartie. Peut-être une question dans la salle, effectivement, je crois qu'il y a même deux quand même, puisque Madame la capitaine d'abord et Monsieur de l'ARS de la Réunion. Monsieur. C'est juste une remarque que je voudrais faire. C'est vrai que nous avons terminé nos exposés sur, on va dire, des envolées innovantes ou de vraies réalités innovantes. On a parlé du cloud, de GE, etc. Mais en fait, je voudrais simplement dire que dans nos problématiques concrètes aujourd'hui, je crois qu'on a particulièrement été attentif à ces questions. Les projets qui nous concernent aujourd'hui en Martinique, en dehors d'IMAG, qui a bénéficié quand même de niveaux de sécurisation particulièrement importants. On fait quand même partie d'un projet qui était censé être encadré
par tous ces référentiels qui ont été proposés. Mais quand je pense au dossier patient utilisé aujourd'hui en Martinique, c'est quand même un réseau privé qui est utilisé. Nous ne sommes pas dans un réseau Internet vulgaire. Nous sommes dans un réseau privé utilisé par les seuls acteurs de la santé, avec des protocoles et des modalités d'accès qui ne permettent pas à n'importe qui d'y accéder. Donc, moi, les professionnels, je voudrais quand même les rassurer très fortement aujourd'hui pour leur dire oui, ils ont raison. Il faut qu'on soit attentif aux offres des industriels pour vérifier que systématiquement les règles minimales de sécurité sont respectées. Aujourd'hui, avec le début des opérations que nous avons mis en place avec les différents acteurs, le choix du réseau privé et dans un premier temps ce cloisonnement des accès et la sécurisation qui nous permet en tout cas de les rassurer là-dessus. Et lorsque vous entendez ces commentaires, vous dites quoi? Qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Je crois que en fait, cette vulgarisation de l'information ne permet pas forcément aux professionnels de faire la part des choses. Et l'objet d'une séance comme aujourd'hui, justement, c'est de pousser l'interrogation, c'est d'informer, c'est de former pour que cette perspicacité et que cette objectivité du jugement permettent aux professionnels d'avoir la juste attitude et qu'ils aient la possibilité d'utiliser vraiment les outils qu'on leur met à leur disposition. Merci. Denis Lerat. On va vous passer le micro, tout simplement. C'est monsieur. Je trouve qu'il est quand même sain que les professionnels de santé se préoccupent des données de santé, savoir où elles sont sauvegardées, comment elles sont sécurisées. Toutefois, il faut quand même pas tout le temps agiter ce chiffon rouge en disant on va pas faire de l'échange de données parce que finalement il y a des risques. On s'est jamais posé ces questions quand il y avait un dossier papier. Moi, je fais le pari avec n'importe quel directeur d'établissement que je peux m'introduire avec une blouse blanche dans son établissement et avoir dans un service accès à des données patients. Donc on sait, il ne faut pas non plus angéliser la version des données numériques. Il y a des choses à faire, mais il faut aller au bout de ces réflexions et il faut s'assurer effectivement, comme vient de le faire Marie-Claude, de dire que ben voilà, les réseaux sur lesquels transitent ces données sont sécurisés, qu'elles sont stockées dans un data center qui a été mis en place ici, qui répond à un arsenal législatif en France qui est quand même le plus exigeant au monde. Donc voilà, il y a quand même de la sécurité. Et puis, en dernier ressort, il faut aussi se poser la question, au final, du patient. Est-ce que le patient il est prêt à prendre des risques pour lui-même, de dire finalement, je préfère, quand je suis pris en charge à l'hôpital, que mon professionnel de santé, mon médecin, il est sûr des molécules que j'ai dans le corps aujourd'hui parce que j'ai un traitement et ça m'évite d'avoir des risques. Et est-ce que je prends le risque que, effectivement, peut-être que sur une faille de sécurité, mon dossier, un jour, il soit sur Internet? En tant que citoyen, je pense qu'il faut aller jusqu'à se poser ces questions-là, quoi. Donc voilà, donc le débat il est récurrent. Il faut rassurer. Voilà, on n'est pas des gens qui font n'importe quoi. On sait de quoi on parle, mais quand même, il faut aller au bout de ce débat. Il faut qu'on se pose les vraies questions, qu'on rassure, et que derrière, voilà, les échanges de données qui sont quand même au bénéfice du patient soit faite. C'est une question d'ailleurs qui a été évoquée dans un magazine que certains d'entre vous ont peut-être vu sur Arte, Médecine 3.0, qui pose également ces problématiques-là. Pardon ? Avant-hier, exactement. Monsieur. Oui, juste un tout petit mot en tant qu'industriel. Je parle en partie au nom du MIPI, qui est ici notre partenaire IMAG sur l'hébergement de données de santé. Je peux aller que dans le sens de ce qu'a dit Marie-Claude et ce que disait Monsieur Lerat. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi tout le temps. Okay, la plupart du temps même, s'agissant de General Electric, quand la barre de la réglementation elle est à un certain niveau, on a tendance à la mettre 2 fois plus haute, parce que le niveau d'exposition
d'une société. Il est évidemment très très fort quand il y a ce genre de risque. Et donc on a parlé de l'hébergement de données de santé, où l'arsenal législatif il est effectivement infiniment plus élevé en France que partout ailleurs dans le monde. C'est d'ailleurs un vrai problème parce que des gros industriels, ils ont peur de venir en France tellement cet arsenal législatif il est contraignant. On utilise des réseaux privés uniquement partout. Et quand on parlait tout à l'heure, monsieur, vous disiez que vous rêviez du moment où vous réussiriez à récupérer de façon informatique, mais sécurisée, les comptes rendus des dossiers. C'était la conclusion de ma présentation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, ces données-là, vous allez y accéder dans un système sécurisé avec 2, voire 3 systèmes d'authentification et de sécurité. Et je mets n'importe qui dans cette salle au défi de trouver que ça, c'est moins sécurisé que ce qui existe aujourd'hui dans les hôpitaux en direct. Merci. Alors, une toute dernière, parce que... Oh là, vous voulez intervenir aussi ? Je croyais que c'était vous. Madame. Bonjour, Patricia Vlandel, directrice de la performance. Et donc, je voudrais justement, un petit peu pour répondre à tout ça, un petit peu en point, un petit peu à l'issue de cette réunion, rappeler ensemble, au-delà de toutes ces peurs, effectivement, qu'avant tout, tous ces outils, ce sont des crayons numériques qui nous apportent des choses et que l'on rend intelligents ou pas, et que tout ça, ça s'appuie quand même fondamentalement, et notamment les notions de dossier, vous avez tout à fait raison. Quand on voit comment fonctionnent les dossiers papier, qui sont parfois un peu paumés quelque part, c'est d'abord des organisations, des pratiques de professionnels, des implications qui font qu'au fond, on va avoir des bonnes pratiques et qui vont se traduire et se révéler dans ce crayon numérique qui ne sera qu'intelligent si on sait le rendre intelligent. Et je crois que voilà, c'est ce que je voulais un petit peu vous dire sur tous ces aspects-là. Merci. Le temps qui nous est... Ah oui, il y a quelqu'un d'autre ? Ah oui. Non, enfin, c'est peut-être... excusez-moi, je rajoute, mais c'est peut-être une ouverture. Le sujet, il n'est pas la confidentialité. Le sujet, il est quel usage on fait des données des gens. Ce que les gens veulent savoir, parce que ces données, c'est un gisement d'or, en fait, un gisement de pétrole. Donc, en fait, la donnée, aujourd'hui, c'est le nouvel or noir. Donc, la question, et Denis en a beaucoup parlé, c'est finalement, qui va exploiter cette immense valeur, ces gisements, pourquoi faire, et au bénéfice de qui ? Moi, la confidentialité, je suis assez tranquille. La Martinique, on sait bien, les données sont hébergées dans le data center ici. Voilà. Par contre, l'usage des données et qui va exploiter ces gisements faramineux que détiennent les établissements de santé, quelle valeur l'usager va en récupérer. Ben voilà, tu en as parlé, Denis, c'est usages mercantiles qui ne sont pas forcément réprimables par eux-mêmes, mais voilà, le sujet, il est là. Voilà, et ça, c'est des vraies questions éthiques et des vrais choix de société.